10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour François-Xavier Ménage. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de votre livre Ça craque aux éditions Robert Laffont. Grand reporter de guerre en principe. C'est ce qu'on vous a vu sur de nombreux terrains. Et puis là, vous êtes parti à la... J'ai envie de dire à la rencontre des gens qu'on n'entend pas habituellement. C'est un livre, je trouve, à la fois bouleversant, inquiétant, étonnant, puisque vous êtes allé voir ces Français qui travaillent et qui font parfois plusieurs choses en même temps. C'est un petit peu le système qui dysfonctionne. On va y revenir avec vous. Ceux qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas l'habitude ceux qu'on n'entend pas. Et qui n'ont pas forcément la parole dans les médias. Oui, voilà. Et ça peut être des médecins, des infirmières, des directeurs d'école. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas les pauvres ou les riches. C'est ceux qui font la France aujourd'hui et qu'on n'entend pas forcément, effectivement. Et vous allez nous raconter un petit peu comment vous est venue cette idée, bien que ce soit votre ADN, d'aller à la rencontre des gens, que ce soit sur des terrains de guerre ou au cœur de la France. Et vous le faites très bien. Et on y revient dans un instant. C'est une vraie photographie intéressante. Ouais, on y revient dans un instant, mais on commence comme tous les jours. Juste avant le zapping, je voudrais donner une info média qui vient de tomber sur nos téléscripteurs. Oui. Comme on disait à l'ancienne. Vous avez votre téléphone. Le téléphone rouge. Pour la première fois de son histoire, Canal+ a décidé par un courrier qu'elle a fait à la Ligue de football professionnel, qu'elle a décidé d'informer de sa non-participation à l'appel d'offres des droits de diffusion de la Ligue 1, qui sera organisé le 17 prochain par la Fédération. C'est une première depuis la création de Canal+ en 84. Il n'y aura pas de football de la Ligue 1. On vient d'avoir l'information. Je pense que nous, on reviendra dans l'émission média sur ce sujet. Quoi, François-Xavier Ménage, c'est quoi? C'est que les droits sont trop chers? C'est tellurique en tout cas. Quand on sait à quel point le sport est important pour Canal, il va falloir essayer de comprendre les tenants aboutissants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire des équipes? Parce que forcément, ça mobilise des magazines, des équipes qui couvraient cette Ligue 1. Donc, et des abonnés aussi. Et des abonnés, bien sûr. Évidemment, oui. Donc ça a des répercussions. Apparemment, ils misent plus sur le cinéma ou d'autres sports. C'est assez étonnant comme info. On pourra faire un supplément média dans la semaine. En reparler pour essayer de comprendre. En parler, d'avoir nos spécialistes sport. Absolument. Le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, je vous bénis les fratés. Le pape était à Marseille. Là, on a l'habitude d'entendre Paris, on t'encule. Alors évidemment, c'était lundi matin. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on entend. Vous n'avez jamais été dans le Vélodrome. Vous n'avez jamais entendu Paris, on t'encule. Ça vous regarde. Évidemment, c'était beaucoup plus policé avec François. Édition spéciale sur toutes les chaînes. Bonjour Marcel. Bonjour la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. C'est ce qu'on appelle l'acte pénitentiel. On confesse nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Ça n'a pas été une audience... Non, ça a été une mauvaise audience. Ça n'a pas été une très bonne audience. 1 million de personnes, j'ai vu. Oui, c'est ça. Après, c'était sur toutes les chaînes, plus les chaînes info. Vous en avez pensé quoi? Vous avez déjà rencontré le pape? Je ne l'ai pas rencontré. J'avais couvert son élection, entre guillemets, en partant en Argentine. Fissa, on avait rencontré son amoureuse. Parce qu'il a eu une amoureuse quand il était très jeune. Et on a vu la chance de la rencontrer dans les rues de Buenos Aires. Incroyable. C'était incroyable les mots qu'elle employait pour dire qu'elle savait qu'il ne resterait pas amoureux puisqu'il avait d'autres destinées. C'est incroyable. C'est fou. Moi, j'ai l'impression d'entendre Laurent Gérard quand j'entends. C'est vrai. Il limite un petit peu comme ça, mais en tout cas, il y avait du monde. La confession avait aussi lieu sur France 2 samedi soir. Sœur Salamé a confessé Luc Besson sur son adultère. Alors, vous avez pas vu ça? C'était un moment de télé. Il a fait œuvre de contrition. Amen. Votre femme, elle dit aujourd'hui, je l'aime, j'aime mon mari, mais je n'ai plus confiance en lui. C'est très dur, ça. C'est très dur. Mais c'est de ma faute. Et vous pensez que vous arriverez à regagner sa confiance ou que... J'espère. Il y a un truc de cassé... J'espère, mais en tout cas, j'ai toujours beaucoup d'amour pour elle. C'est quoi vos regrets?
Parce que... De l'avoir trompé. Parce que j'en avais pas besoin. Parce qu'il y avait tout l'amour devant mes yeux et que je le voyais pas. Bon, il a un film à vendre hein, quand même aussi, Dogman, précisons. Vous êtes fidèle ? Non, je rigole. Non, je rigole. C'est étonnant, vous faites de la radio, donc vous n'êtes pas sans savoir que les silences sont quand même relativement rares. Il était chez une radio concurrente aussi ce matin, il y avait les mêmes silences, il se passe quelque chose, quoi qu'il arrive. On est en tout cas dans un coup médiatique. Moi je pense que... Oui, mais c'est un coup médiatique ou est-ce que c'est de l'émotion ? En tout cas c'est un coup journalistique parce que c'est vrai que c'est une parole qu'on attendait depuis longtemps. Pour le reste, on ne peut pas juger. Ouais, mais est-ce que c'est bien de le mélanger à la promotion d'un film ? C'est-à-dire je parle parce que j'ai un film à promouvoir et que je suis obligé de venir en radio et je sais qu'on va me poser la question. Et à l'opposé, est-ce qu'on peut faire la promo sans poser cette question-là qui a occupé l'actualité un petit moment ? Peut-être qu'il aurait pu en parler avant. En parler avant, au moment où il y a eu le... On va vérifier s'il y a des conseillers comme... Voilà. Oh, la mauvaise ! Profitons de la division de la droite au sénatorial de Paris. Le camp Hidalgo a remporté une majorité de sénateurs dans la capitale. Bon, c'est une victoire à la Pyrrhus, hein, c'est parce que les autres ont perdu qu'elle a gagné Anne Hidalgo. Mais elle n'a pas boudé son plaisir. Et puis, elle en a profité pour mettre une petite claque à la Rachida Dati. La droite parisienne, avec Madame Dati comme bombe à fragmentation de la droite, montre que, en fait, ils ne sont pas dans une capacité de rassemblement. Peut-être que le spectacle terrible, souvent clownesque, souvent dégradant, qui est donné par Madame Dati au Conseil de Paris, n'a pas attiré, y compris les grands électeurs. Ils en tireront les leçons, je l'espère. En tous les cas, nous, ce soir, on célèbre une très très belle victoire et je suis très heureuse. T'es contente. À lire ce matin dans le Parisien, Paris, alors peut-être c'est sur la gestion calamiteuse du théâtre du Châtelet avec des dettes phénoménales et une gestion apocalyptique. Aussi la MacArthur, quelque chose aussi qui a pas été... Ça a coûté, enfin bref. Mais je me permets, la politique c'est un jeu de ping-pong, puisqu'au même moment où presque où Anne Hidalgo s'exprimait, le président de la République à la télévision... Il en a mis un petit coup sur les 60%. 60 qui sont 52 d'ailleurs, et pas 60. Le président s'est trompé sur le chiffre, si je dis pas de bêtises, mais voilà, effectivement, il a taclé la maire de Paris. C'est compliqué d'interviewer des politiques Toujours. Alors je dis ça, moi je suis pas un intervieweur politique au quotidien, mais j'ai fait 5 présidentielles, et dont une en coulisses. C'est toujours compliqué. J'étais surpris lors de la dernière présidentielle tout de même de voir que les meilleurs, entre guillemets, devant la caméra, ceux qui savent le mieux donner, tout en sachant s'arrêter à l'endroit où il faut, et ça n'est pas un point de vue politique, ce que je vais vous dire, c'est journalistique. C'était Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui sont habitués et qui savent plus que d'autres ce qu'il faut faire ou pas faire devant une caméra. Heureusement, quand on est journaliste, on n'est pas là pour recueillir la com, mais ce qui fait sens. Donc après, les questions arrivent. Ça n'a pas un peu changé, justement, Jean-Luc Mélenchon, qui, on a pu le voir sur BFM face à Benjamin Duhamel, qui va très très loin maintenant. Et en tout cas, moi je vais vous dire, dans les docs politiques qu'on avait eu la chance de faire sur TF1, lors de la dernière présidentielle, vous avez eu 2 docs avec mes collègues pour CAPA, on avait eu un moment vraiment de vérité, de Jean-Luc Mélenchon qui était tout seul dans une pièce mal éclairée, à l'arrière d'un supermarché juste avant un meeting aux Antilles, où il disait l'aspect désabusé de la politique. Il était atteint. Il n'était pas aussi haut dans les sondages que ce qu'il a fini, mais il était atteint. C'était un vrai moment de vérité. Un vrai moment de vérité. Ils écrivent tous leurs textes ? Alors en l'occurrence lui, mais vraiment seul pendant des heures et des heures et des heures. Et on avait aussi filmé de l'autre côté du spectre Marine Le Pen qui elle engueulait celui qui préparait ses discours et qui disait ça va pas du tout, c'est n'importe quoi, qui réécrivait tout. Donc ça aussi c'était des moments de télé qu'on avait eu la chance de filmer. Là c'est pas de la com, c'était de la machine, la machine politique peut-être qu'elle se fait. Les sénatoriales c'était vraiment... On a vu des luttes d'influence, de pouvoir terribles. Et justement, on va rester dans les discours des hommes politiques. Oh, mais quel enchaînement. C'est pas à vous, journalistes, que je vais apprendre qu'il faut vérifier les informations et ses sources. Éric Zemmour aurait dû le faire, sachant que Quotidien et Jean-Michel Apathy l'attendaient au coin du bois. J'ai appris du christianisme une très belle phrase de saint Augustin. C'est qu'on ne peut pas faire le bien jusqu'au mal. Non, c'est beau ça. On ne peut pas faire le bien jusqu'au mal. Et alors le journal catholique La Croix, c'est emmerdant les journalistes, a sollicité, je m'excuse du peu, Jean-Marc Salamito, spécialiste de l'histoire et du christianisme antique et membre de l'Institut d'études augustiniennes. Et que dit Jean-Marc Salamito ? Ceci. Je n'ai pas réussi à retrouver cette prétendue formule mise abusivement sous le nom de saint Augustin, ni en français ni en latin. L'idée que l'on puisse faire du bien et aboutir à du mal ne me semble ni augustinienne ni chrétienne. Moralité, Éric Zemmour bidonne, et comme l'a dit Saint-Augustin, c'est pas bien de bidonner.
Donc voilà, incroyable. Hein. Alors sinon, on a Daniel Obono aussi, qui a une interprétation du christianisme. Vous parlez du juif palestinien. Les gens ulcérés par les propos du pape sur les migrants. Quand ils vont réaliser que Jésus, juif palestinien avec 2 papas et une maman, migrant, SDF, chômeur, vivant en bande avec d'autres jeunes et des ex-prostituées, fustigeant le capitalisme, a été tué par un État colonial. Ouais, aussi, ça a fait hier énormément de bruit sur la toile et beaucoup de monde ont réagi sur la Palestine. Bon, la petite musique du jour. La petite musique du jour, ça y est, c'est un accord de principe qui a été trouvé entre les scénaristes et les studios pour mettre fin à leur grève, mais elle continue jusqu'à la signature. Pour l'instant, la grève continue, mais l'idée d'un accord est en train d'apparaître. Et du coup, d'après vous, je vous ai mis quoi comme musique ? Oh là là, je sais pas. Bah, Hollywood de Madonna. Hein. Bravo. Bon, on a tous envie d'aller à Hollywood et d'avoir des voisins sexy. Avec les voisins. Voilà. Vous êtes fan de Madonna ? Oh, j'aimais bien, ouais. Moi, Erotica 92, j'étais un peu chamboulé. Vous l'avez jamais interviewé ? Non, ça fait pas jamais partie interviewé. de Elle n'a rien interviewé, Madonna. Oui, absolument. Ça a été tout un cérémonial. Absolument. À l'occasion de la sortie de son film sur le Malawi. J'étais allée à New York l'interviewer. Oui, c'était. Ça vous a émoustillé, Madonna toute nue dans un livre. Oui, 92, Erotica, l'album. Jeune ce que ça racontait. Ah oui, j'arrive au collège. Allez, on se retrouve dans un instant avec François-Xavier Ménage. Restez à l'écoute, ça craque. C'est son livre aux éditions Robert Laffont. Ça parle de vous, ça parle de ces Français qui travaillent. C'est une enquête au cœur de la France, auprès de ceux qui n'ont pas forcément la parole. C'est à suivre dans un instant. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est François-Xavier Ménage. Vous connaissez son nom, vous connaissez son visage, journaliste, grand reporter. Et ses yeux. Et ses yeux, absolument. Sur TF1, vous travaillez sur TF1, vous avez commencé à RMC avec l'ami Jean-Jacques Bourdin. Vous publiez un livre essentiel, j'ai envie de dire, pour comprendre la France d'aujourd'hui. Ça s'appelle Ça craque, c'est paru aux éditions Robert Laffont. Alors je rappelle, d'habitude on vous voit sur Enfin d'habitude, vous êtes assez polyvalent et c'est ce qui est intéressant chez vous et sur votre regard, c'est que vous pouvez passer de Fukushima, hélas, qui reste une de vos souvenirs les plus douloureux, à des reportages, ce que vous nous disiez pendant la pub sur les transports, la défaillance des transports aux Jeux Olympiques. Et c'est certainement cette expérience qui a fait que vous avez décidé de vous intéresser à cette France. D'où est partie l'idée de ce livre sur cette France qui craque ? Je vais être tout à fait transparent avec vous et je veux saluer mon éditeur qui s'appelle Thierry Billard, avec qui j'avais déjà fait un bouquin sur Fukushima et qui m'avait fait confiance à l'époque. Et on a discuté au début, je vous dis en toute confidence, c'était au départ parce que la présidentielle venait de se finir et je trouvais ahurissant, c'est vrai, pas le désamour, le divorce d'une grande partie de la France avec la classe politique. Tout en disant d'ailleurs que c'est, à mon avis, très compliqué d'être homme ou femme politique aujourd'hui. Et on discute, et à la fin, Thierry me dit, mais le problème est quand même bien plus large, ça craque de partout. Et cette phrase résonne tout de suite, et je me dis, mais évidemment, cette phrase, je l'entends toutes les semaines. Dans le cadre des reportages que je fais pour TF1, et je lui dis c'est ça qu'on va faire comme bouquin. Et après je me suis lancé justement en essayant d'expliquer sans populisme et sans raccourci ce que ça veut dire ça craque. Et ça craque en haut comme en bas, ça craque pour un directeur d'hôpital, ça craque pour une directrice d'école, ça craque pour un ouvrier agroalimentaire, ça craque, c'est l'exemple que je reprends beaucoup, pour une infirmière, et je pense que c'est symptomatique, qui travaille 365 jours dans l'année, pas un samedi, pas un dimanche de repos. Elle a 3 enfants à la maison et pour autant, elle avance, elle se plaint pas. Et ce qu'elle dit effectivement du vivre ensemble, parce que sans elle, il n'y a plus de vivre ensemble dans une commune à côté de Paris où il n'y a pas de médecin, ou presque pas, eh bien ça dit beaucoup de choses de cette France courageuse, qui avance sans gueuler, sans taper du poing sur la table, mais qui, je parle de cette France pour qui c'est de plus en plus compliqué quand même, et qui multiplie les casquettes. Cette infirmière, comme d'autres, multiplie les casquettes et les boulots qui au départ ne devraient pas être les leurs, parce que elle, c'est pas assistante sociale son métier, c'est infirmière à domicile. Et pour autant, et j'arrête avec cet exemple après, mais pour autant, elle se transforme en assistante sociale. Et elle le fait sans en vouloir à personne, elle le fait parce qu'elle pense que c'est utile, mais elle est crevée, et pour elle aussi ça craque, et je pense que ce quotidien-là est important à représenter. Ne
passons pas notre temps à tendre le micro auprès de ceux qui gueulent. Il faut aussi aller voir ceux qui n'ont pas cette capacité à s'exprimer, qui ne veulent pas le faire. C'est aussi notre boulot de journaliste, je pense, et c'est une France importante. C'est ce qui est intéressant dans le livre, c'est que effectivement, d'habitude, on va interroger les plus défavorisés, ou on va interroger des patrons, ou on va interroger des catégories. Là, c'est un panorama de gens qui bossent, qui sont ceux qui font la France et qu'on n'entend pas. Encore une fois, c'est ça qui est important de dire. Mais quand vous dites ça craque, c'est que ça va péter à un moment. Alors, moi, je ne suis pas sociologue ni politologue, encore moins astrologue, donc je ne sais pas ce qui se passera. De toute façon, on est toujours surpris dans l'actualité, en bien comme en mal. Il ne se passe jamais ce qu'on croit qu'il va se passer. Donc, n'annonçons pas une révolution ou l'effondrement de la France. Je pense qu'on n'y est pas. Et d'ailleurs, une fois de plus, la France se porte beaucoup mieux que d'autres pays. En revanche, voir qu'il y a autant de mécanismes qui dysfonctionnent, qui ne marchent pas bien, je pense que c'est important. Et sur les élus, je vous donne juste cet exemple qui, moi, est probablement un de ceux qui m'a le plus marqué. Le Morbihan, j'avais fait exprès d'aller dans ce département qui n'est pas le plus défavorisé de France. Dans le Morbihan, les élus locaux, depuis la dernière élection, sont tellement à bout qu'ils se sont organisés, ces élus locaux, pour mettre en place ce qu'ils appellent le taux de démission. Donc c'est scientifique. C'est incroyable, ça. Ce taux de démission dans le Morbihan est 5 fois supérieur chez les élus locaux, 5 fois supérieur au secteur privé. C'est factuel, ça ne peut pas être remis en cause. Et je pense que cette réalité-là, dans un département qui n'est pas en train de se péter la gueule, dit beaucoup de choses de ces multicasquettes qu'ont les élus notamment. Vous dites que c'est une enquête au cœur du pays, c'est le sous-titre du livre qui raconte et donne la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Et pourtant, on a l'impression que jamais les Français ont eu autant la parole avec les réseaux sociaux. On s'en est un peu parlé avant. Et vous m'avez dit que c'était le nœud du livre, en fait. C'est-à-dire que ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, c'était pas la France, en fait. En tout cas, ce n'est pas tout le monde. Évidemment, je ne veux pas faire de raccourci. Tout le monde peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais bien souvent, moi, ceux que j'ai vus, en tout cas sur le terrain, et il y en a des centaines qui font partie, qui sont la composition essentielle de ce livre, pour la plupart ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux, autrement que pour parler de leurs enfants ou alors poster des photos sur Instagram. Mais il n'y a pas de revendication, il n'y a pas cette idée de colère. Au départ, c'était vraiment la vraie France qui était là, et puis certains ont pris la parole à la place d'autres. Le mouvement s'est structuré de la manière dont on sait maintenant, mais les premiers week-ends, et je me rappelle, avec toutes les équipes de TF1, on était mobilisés sur les ronds-points, et ce qui était le plus étonnant, peut-être plus encore que le discours qui lui-même disait quelque chose de la précarité, c'était de voir l'étonnement de ces Français qui n'en revenaient pas eux-mêmes de s'exprimer de la sorte publiquement et aussi à la télévision. Parfois on était mal accueillis, parfois on était très bien accueillis, et certains disaient mais je n'en reviens pas que vous tendiez votre micro pour que je puisse expliquer ce qui ne va pas. Et il y avait cette idée de dire, pour beaucoup en tout cas, là encore sans créer de généralité, dire voilà mon quotidien. Et moi je n'oublie pas une chose. Quand on est, et je bosse pour une télévision qui s'adresse quand même à des millions de Français tous les soirs, et c'est le 20h, et je n'oublie jamais dans la moindre interview que ceux qui ont le courage, parce qu'on a frappé à leur porte, de dire qu'ils vivent avec 600 balles, qu'ils ont des difficultés tous les jours, avoir le courage de s'exprimer publiquement, alors qu'ils n'ont rien à gagner, et qui ne font pas de la communication, qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas acteurs, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et dans ce livre, il y a une succession effectivement de Français qui n'avaient pas levé la main pour s'exprimer. Mais ces gens et les gens dans ce livre détestent les journalistes de TF1 et de BFM. Non. Si. Non, c'est pas vrai. Pas du tout le temps. Quand on prend le temps d'expliquer, pour certains, il faut expliquer notre démarche, il ne faut pas la faire à l'envers. Ça, je pense que c'est vraiment important. Quand on va voir des personnes sur le terrain, il faut expliquer pourquoi on vient les voir. Il ne faut pas allumer sa caméra tout de suite. Je pense en tout cas. Il faut d'abord discuter, et ensuite, quand on ne trahit pas leurs pensées et qu'on raconte fidèlement ce qui s'est passé, même si c'est une sélection. Mais en opinion globale, je pense que vous êtes à la solde de Macron et que... Non, c'est des paroles. Je vais vous dire, j'ai un petit thermomètre dans la tête qui vaut ce qu'il vaut. Mais bien souvent, plus la ville est petite et moins il y a d'animosité. Elle n'est pas généralisée, cette animosité, mais on a moins de temps, on peut être plus énervé, on a parfois un petit peu plus de sentiments acides à l'encontre des médias. Mais d'abord, c'est pas généralisé, et il y a aussi la manière d'approcher. Il y a ceux qui ne veulent pas, et on peut le comprendre. Elle est indépendante, la rédaction de... Pardon. Elle est indépendante, la rédaction de 20h. Ah bah alors écoutez, je vais vous donner juste un exemple. Alors là, il est imparable. 4 documentaires politiques d'1 heure sur TF1 en deuxième partie de soirée. Je n'ai jamais eu un coup de fil pour me dire attention à machin, attention à machine, attention à tel candidat, attention à telle candidate. Alors franchement, s'il y a bien quelqu'un qui nous emmerde pas, c'est Martin Bouygues, et je le dis en toute liberté, on a sacrément de la chance
d'avoir un patron qui nous laisse bosser, qui met du fric sur la table, parce que le reportage, ça coûte cher. Et que je pense qu'on a une responsabilité, c'est un privilège, franchement, je le dis avec beaucoup de sens, c'est un privilège de pouvoir faire ce travail, de pouvoir partir en Ukraine ou à l'autre bout de la France, de n'avoir personne qui nous emmerde et qui nous dit « on vous fait confiance, vous journalistes ». Ouais, c'est un privilège. Et je ne suis à la solde de personne quand je vous dis ça. Franchement, on a de la chance et je ne suis pas communicant quand je dis ça. Je l'ai dit aussi, j'ai travaillé 17 ans pour TF1, à LCI, et les auditeurs ont souvent du mal à me croire quand je dis que je n'ai jamais eu aucune intervention de qui que ce soit. J'ai animé des plateaux, des débats avec des experts. Jamais je n'ai reçu une seule consigne, ni eu... et pourtant, certains plateaux pouvaient être considérés comme à risque. Pourquoi les gens ont cette image-là, Valérie? Je ne sais pas. Concernant TF1, ils l'ont moins qu'avant. Ils l'ont, oui. Je pense que on est relativement bien accueillis, et par ailleurs je pense que le 20h de TF1 est un lieu où vraiment on a, enfin moi je le pense sincèrement, et je sais que le patron de l'info Thierry Tullier en a fait une religion, on s'adresse à tout le monde, donc on a l'obligation de parler. Alors je voudrais que Marcia nous réponde. Elle dit si on déteste les journalistes BFM, WC et TF1. Dites-nous Marcia, pourquoi vous détestez les journalistes de TF1? Ça m'intéresse parce que le travail que fait François, 0826 300, mais on n'a pas de standardisme ce matin, je crois. Mais ce que fait le travail que fait François-Xavier Ménage, c'est un travail humain. C'est d'humain. C'est toujours imparfait. Je veux dire, moi, je me couche le soir, je me dis merde, peut-être qu'on aurait dû employer tel mot plutôt qu'un autre, peut-être qu'on aurait dû poser une autre question. C'est toujours imparfait. Et à la fin de la journée, pour qui c'est le plus dur, c'est pas pour nous. On rentre à la maison, tout va bien. C'est pour ceux, évidemment, qui vivent des situations très compliquées, en Ukraine notamment. Et c'est vrai que j'y étais à plusieurs reprises. Marcia me met des smileys hilar. Dites-moi, Marcia, quand on accuse, quand on dit je déteste les journalistes de TF1, moi je voudrais comprendre pourquoi vous les détestez. Moi quand je vous dis que j'ai jamais eu d'intervention, j'ai plus rien à perdre, je n'y suis plus, je pourrais taper et dire j'ai eu des trucs, je vous dis la vérité. Et je prends soin de préciser, il n'y a pas beaucoup d'endroits aujourd'hui en France où on peut encore parler à 5 millions de Français tous les soirs, ou 6 ou 7, et c'est un métier qui nous oblige. C'est un espace, le 20h, qui oblige. C'est pareil pour le 13h. Et ça, franchement, ça renforce journalistiquement. Et j'ai des collègues super qui, moi-même, me renforcent aussi. Donc, franchement, cette rédac, elle est géniale. Je ne peux pas dire autre chose. Alors, on va y revenir. 10h28, on va marquer une petite pause. Vous parlez de ces gens. On va revenir sur cette espèce de fatalisme qui frappe un peu dans le livre. C'est-à-dire qu'on se débrouille. Il y a des lignes de bus qui ne marchent pas. Il y a des tas de dysfonctionnements là qui sont dus plutôt à l'État. Et on se débrouille pour que ça fonctionne et pour avancer. On y revient avec vous, François. Oui, puis moi j'aurais 2 sons surprises dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec des sons surprises de Gilles. Dans un instant, notre invité François-Xavier Ménage, journaliste, grand reporter à TF1, Ça craque, qui paraît aux éditions Robert Laffont. Je vous conseille de vraiment lire ce livre parce que vous allez comprendre, vous la vivez, je pense pour beaucoup d'entre vous, cette France qui travaille, qui ne s'exprime pas forcément et qui se débrouille et est un peu résignée. Ce que j'avais envie de vous dire, on en parlait hors antenne, où parfois on n'a pas envie de déranger, puis on suit le système. Et c'est un petit peu ce qui ressort du livre aussi. Une France de la débrouillardise, et ce ne sont que des exemples concrets ensuite, c'est pas un discours général dans le livre, mais effectivement, France de la débrouillardise, où on essaye avec ses propres moyens, sans embêter l'autre. Ça, je pense que c'est important, et c'est pour ça vraiment que ce livre existe aussi. Je pense qu'il s'adresse à tous ceux qui estiment que bien souvent, ils ne sont peut-être pas représentés de cette manière-là dans les médias. Je ne suis pas justicier, je suis juste journaliste, mais je pense vraiment que c'est important. Et vous parlez des petites solutions, des petites combines. Quand un maire d'une ville dans un endroit paumé dit qu'aujourd'hui, pour que sa ville, son petit village de 2000 habitants continue d'exister, il faut une station essence, que personne ne vient, il dit ok, la station essence va devenir municipale, 1 million d'euros sur la table, donc ça veut dire des vrais choix politiques, et ensuite lui se transforme en pompiste certains jours. Quand vous avez par ailleurs un autre maire dans le Morbihan qui, parce qu'il n'arrive pas, et ça va parler à tout le monde, à trouver de médecins de campagne, au bout d'un moment, il appelle un détective privé qui se trouve être sur sa commune. Et c'est la suite qui est le plus important. Ensuite, ce conseil municipal va faire un vote et on va trouver une ligne budgétaire, presque 2000 euros, pour que justement un détective privé fasse en sorte de trouver un médecin de campagne.
Je ne sais pas, mais j'ai pas la réponse. En revanche, il faut expliquer ces processus-là. Je pense qu'il faut expliquer le poids considérable qu'il y a sur des élus locaux qui ne font pas de la politique autrement qu'en essayant de trouver des solutions au quotidien et qui d'ailleurs bien souvent n'ont pas d'étiquette. Et je crois que cette débrouillardise, elle raconte très modestement la France de 2023 et qu'il faut justement aller vers, une fois de plus, ceux qui font peut-être pas trop de bruit et qui tapent pas du poing sur la table. Juste, il y a ce maire aussi, il faut lire son histoire, qui fait appel à un détective privé pour trouver un médecin. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Et sur ce maire, il a fait ensuite tache d'huile parce que d'autres maires ensuite ont dit on va faire la même chose, on va l'appeler ce détective. Incroyable. Gilles. Nous sommes le 11 octobre 2010. Vous savez où vous étiez le 11 octobre 2010 ? Moi je sais. Oula. Vous étiez au Chili. Ah, les mineurs, bien sûr. Oui. Et il y avait les mineurs qui étaient coincés dans une mine et les 33 mineurs étaient en train d'être sauvés. Vous étiez en direct sur BFM. Plus que jamais, on approche d'une libération pour les 33 mineurs. Regardez cette énorme machine qui a travaillé pendant de très nombreuses heures pour consolider le puits qui va être utilisé par les mineurs. Donc la consolidation maintenant est terminée. On le voit, il y a beaucoup d'effervescence, des personnes qui applaudissent énormément, bien sûr, de journalistes qui sont en train de filmer l'événement. Et maintenant, la dernière étape, c'est celle de la capsule qui va permettre aux mineurs de ressortir à la surface. Cette capsule est en train d'être testée. Elle devrait bien sûr rentrer en action définitivement d'ici maintenant moins de 48 heures. 30 heures de direct, on intervenait toutes les 10 ou 15 minutes sur BFM pour parler de bonnes nouvelles. C'était pas mal. Ou ça aurait pu, oui, mais ça aurait pu être des mauvaises nouvelles. Ah ouais, mais alors ça, comment on vit ce moment-là ? C'était suspendu, franchement, parce que c'était en Mondiovision. C'est vrai que le monde entier regardait cette libération. Et c'est vrai qu'on était un peu suspendu. Pour tout vous dire, on avait même, les Chiliens avaient bien fait les choses, on avait un trombinoscope avec les visages de tous les mineurs, avec leur ordre de sortie, bien sûr, et une toute petite bio. Et il y en a un pour qui c'était plus compliqué, puisqu'à la sortie, il y avait sa femme et sa maîtresse. Qui était là, qui était pour l'accueillir. Oui, tout à fait. Donc ça a créé quelques petites étincelles. On s'est arrêté là, nous, à l'antenne, on n'avait pas à raconter plus, mais oui, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur ce genre d'événement ? Vous êtes combien ? Et est-ce que vous avez à manger ? Vous avez à boire ? On se débrouille, on part toujours avec des provisions, et puis dans ces cas-là, je vais vous dire, on mangeait un morceau de pain et tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais on était à l'époque avec un caméraman et un technicien pour faire effectivement 30 heures de direct. Moi, ça a été la seule fois de ma vie où non-stop, on était devant les caméras, et quand on s'arrêtait pour la télé, je faisais des directs pour RMC à l'époque, et c'était vraiment un beau moment parce que c'était une information heureuse. Et à côté de moi, il y avait celle avec qui je travaille aujourd'hui, qui est Anne-Claire Coudray, et vraiment c'est ce qu'on s'était dit dans l'avion du retour. On était dans le même avion. Elle m'avait dit, ça arrive pas tous les jours, savourons que tout ça se finisse bien. Et on peut profiter un peu du Chili ou pas du tout ? Alors je vais vous dire, vous voulez vraiment que je vous dise tout ? J'en ai profité avec, comme on dormait très très peu, qu'on faisait des allers-retours en plein désert à Atacama, on a fini dans le fossé à cause de moi, parce que je roulais pas bien, j'étais fatigué. Heureusement tout s'est bien passé, parce que mon collègue Guillaume Moer, qui est un ami, m'a dit attention, hop, puis il a repris le volant. Voilà. Ah bon, donc ça si ma mère entend ça, je vais me faire trucider. Mais vous avez, je dis, un rôle assez polyvalent. Normalement, les grands reporters partent tout le temps à l'étranger. Vous faites à la fois de l'étranger, mais vous faites aussi du terrain en France. Là, vous nous disiez que alors moi, j'en ai besoin, bien sûr, mais comment ça se passe, justement ? Alors, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a peu de grands reporters qui ne font à la télévision que de l'étranger. Parce que cette polyvalence, je pense qu'elle est de plus en plus la norme dans les grandes rédactions. Et par ailleurs, moi, j'y trouve un intérêt journalistique et humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les grands et les petits reportages. Et par ailleurs, j'ai aussi besoin de comprendre le pays dans lequel je vis. Et le principe même de ce bouquin, vraiment, c'est d'essayer de comprendre comment vit mon voisin, comment vit un habitant dans la ville d'à côté ou à l'autre bout de la France, parce que je pense que plus que jamais, on a du mal à comprendre comment les autres vivent, avec quel argent, avec quelles contraintes surtout. Et je pense qu'il faut réussir à décrire cela, parce qu'on est quand même, c'est la phrase préférée de beaucoup de politologues aujourd'hui, dans une France éclatée, segmentée. Alors ça, c'est les discours généraux, mais après, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain ? Concrètement. Et je pense que voilà, cette segmentation, il faut la raconter sur le terrain. Vous savez où vous étiez en juillet 2013 ? Oh là 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 là. Non, non, vous allez me dire. C'était le printemps arabe. Ah oui, en juillet 2013, vous étiez au Caire et ça faisait 45 degrés, mais c'était pas rigolo surtout. Et ça défouraillait. Nous allons retrouver en direct du Caire ce soir l'un des envoyés spéciaux de BFM TV, François-Xavier Ménage. Bonsoir François-Xavier, il y a de nouveaux incidents ce soir, des incidents violents, notamment près de la place Tahrir.
à quelques centaines de mètres de la place Tahrir. Avec la caméra de Maxime Vigier, on va vous expliquer ce qui est en train de se produire. Et c'est évidemment troublant. D'abord, des heurts, les pros, les anti-Morsi, qui sont parfois à quelques mètres seulement les uns des autres. Vous voyez des feux d'artifice, ça n'est évidemment pas pour faire la fête. Ce sont des feux d'artifice qui sont visés dans un camp et dans l'autre pour espérer peut-être faire des blessés. Des cocktails Molotov, mais aussi, vous le voyez, des voitures brûlées. Il y a donc ces scènes parfois d'insurrection, localement en tout cas, aux abords de la place Tahrir. La place Tahrir survolée par des hélicoptères, avec également à côté 2 chars de l'armée. Ouais. Vous avez déjà eu peur de mourir? Oui, mais c'est une fois de plus pas pour nous que c'est le plus compliqué. Parce qu'à chaque fois, on lève la main pour dire on veut y aller. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des moments faciles. En Égypte notamment, on a eu 1 ou 2 moments très compliqués, mais une fois de plus, on rentre à la maison après. Et en Ukraine récemment, c'est sûr que quand la guerre a éclaté, on était tous sidérés. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir là-bas en équipe. Je suis pas seul en télévision, c'est une vraie chance. Mais oui, il y a des moments où c'est compliqué. Mais je pense que dans ces cas-là, je donne pas de formule toute faite. Puis chacun fait comme il le sent, bien sûr. Mais faut pas trop traîner non plus. Et en Ukraine, on a à Irpin, on a eu cette scène qui moi m'a marqué d'un sniper ukrainien qui s'est penché et qui sentait une urgence. Et nous, on avait tourné depuis déjà 1h30, ça canardait dans tous les sens. Et on a considéré avec l'équipe qu'il fallait partir. Et 300 mètres plus loin, on l'a filmé. D'ailleurs, je suis un peu ému parce que c'est des moments évidemment très tristes, mais on a filmé un journaliste anglo-saxon qui a continué le chemin et qui a été visé dans la nuque à 300 mètres après. Et on n'est pas grand-chose dans ces cas-là. Mais j'insiste, ça n'est pas pour nous que c'est le plus dur. Mais des habitants, des civils qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans une guerre qui continue aujourd'hui, et là encore c'est pas une lecture politique, et qui eux ont une souffrance matin, midi et soir, c'est tout à fait autre chose. Donc il faut garder cette hiérarchie-là. Et je pense aussi que le jour où on n'a plus peur, c'est là où ça peut devenir un petit peu dangereux. Il ne faut pas qu'elle devienne paralysante cette peur, mais qu'elle soit présente, je trouve ça normal. En tout cas, des craintes. Vous avez toujours envie de partir? Vous n'avez pas ce qu'on appelle chez Grand Reporter le cul de plomb, c'est-à-dire plus envie de partir? Si, moi j'ai envie d'y aller. Après, j'ai une famille, donc c'est compliqué de partir toutes les semaines, bien sûr. Mais ce qui se passe en Ukraine est tellement sidérant. Bien sûr. Et on a la chance d'être dans un groupe où il y a des équipes qui partent régulièrement, en permanence pour couvrir ce terrain, notamment les collègues d'LCI. Donc voilà. Et votre mère, bravo à leur boulot. Vous parliez de votre maman. Votre mère, elle dit pas arrête? Non, parce qu'elle est bien plus intelligente que ça, mais je pense que je vais lui faire un tout petit hommage quand même. Si je suis journaliste et que j'arrive vraiment à parler à tout le monde, c'est grâce à elle. C'est-à-dire ? Elle n'a jamais eu dans sa vie de hiérarchie quand elle parle à quelqu'un. Jamais. La pyramide sociale, ça n'existe pas pour elle. Je pense que c'est très rare dans ce monde, et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui est toujours là, bien sûr, qui m'a appris ça. Et franchement, je peux vous assurer que ça vaut toutes les écoles de journalisme. Vous avez un certain physique, c'est un avantage ou un désavantage quand on est dans une rédaction, quand on travaille à la télé? J'aime pas cette question. Joker. Ah, vous voulez pas répondre? Pourquoi? Je suis pas à l'aise avec ça. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Vous vous trouvez beau ou pas? Non, pas particulièrement. Et surtout, je pense que non, mais je vous le dis en toute franchise, je pense que vraiment dans ce métier, si on commence à se regarder dans le miroir, j'ai fait 2 ans de présentation. Je peux vous assurer que c'est pas quand on se regarde dans le miroir que c'est pas que ça me gêne, mais je veux dire quand ça commence à devenir un objet, c'est emmerdant. Voilà, parce qu'on fait pas ce métier pour ça. Voilà. Et je considère que les très grands présentateurs, parler d'Anne-Claire Coudray ou Gilles Boulot, je peux vous assurer qu'ils passent pas leur temps à se regarder dans le miroir, et ils sont très inspirants pour ça. Mais il y a une nouvelle génération de présentateurs qui ne sont plus des stars comme au sens où on l'entendait pour Patrick Poivre d'Arvor ou Claire Chazal. On ne s'intéresse pas à la vie privée de peut-être parce que la télévision aussi crée moins de stars, et que notamment sur le champ de l'info, c'est peut-être d'abord l'info qui prime. Et moi je suis dans une maison où on va d'abord mettre en avant l'info, donc c'est difficile de se plaindre. Absolument, oui, on rappelle des audiences toujours excellente. Alors Marcia me dit, je ne suis pas en mesure de vous appeler détester, comme vous avez dit, c'est trop fort, je dirais plutôt aucune confiance, désolé pour les journalistes, mais majoritairement la télémédia nous manipule tout le temps et depuis toujours. Marcia, je ne sais pas comment vous convaincre, moi j'ai oublié de dire que j'avais été virée de TF1, donc je pourrais aujourd'hui dire c'était épouvantable et tout. Non, on ne vous manipule pas, enfin en tout cas pour l'expérience que j'en ai, je n'ai, je vous le redis, jamais eu la moindre
demande la moindre orientation sur quelque plateau que ce soit. Et quand vous repartez en reportage, est-ce que vous imaginez, Marcia, le nombre, peut-être que François-Xavier Ménage peut en parler mieux que moi, mais le nombre de reportages qu'il y a dans une rédaction. Alors oui, il y a une ligne éditoriale certainement. Jean-Pierre Pernaut favorisait la proximité. Il y a on prend l'exemple de Jean-Pierre Pernaut un instant. Bien sûr. Il disait effectivement qu'il voulait pas trop de paroles politiques dans son journal. C'était son choix. C'était pas le patron de l'antenne qui disait je ne veux pas que tu mettes de politique, parce qu'il avait effectivement, vous avez tellement raison de le dire, il avait une ligne éditoriale, mais une ligne éditoriale, c'est pas un gros mot, ça veut dire qu'est-ce qu'on raconte dans le journal et quels sont les choix de la rédaction. Donc, non, mais après parlons-en plus, parlons-en mieux. Mais après, c'est vos propres choix. C'est-à-dire que quand vous êtes en Tunisie ou autre, l'angle que vous allez choisir, vous allez résumer une situation compliquée en 2 minutes 30 qui demanderait d'avoir 20 minutes. Les sujets JT, c'est une 32 minutes. Donc parfois forcément, 5, 6, 7, 8. Attention, maintenant, mais souvent c'était de 15, de 30. Et donc forcément, vous le anglais, mais là, vous êtes libre. C'est ça qu'il faut expliquer. Qu'en effet, les sujets des JT sont anglais parce qu'il y a une certaine durée. Donc à un moment, il faut résumer une situation en 2:30. Mais ce choix-là, de cet angle-là, c'est le choix du journaliste. Bien sûr, et c'est ça qu'il faut comprendre. Un luxe, donc oui, c'est un privilège, et c'est pas vrai partout dans le monde, comme vous le savez tous. Donc franchement, il faut aussi l'expliquer peut-être un peu plus. Et à nous d'aller en dehors de Paris aussi rencontrer des personnes qui pourraient se dire c'est un métier bizarre. Non, c'est pas un métier bizarre, mais il faut aussi qu'on l'explique. Ça, c'est notre boulot aussi. Ce que vous avez fait dans ce livre formidable, Ça craque, qui est paru aux éditions Robert Laffont, François-Xavier Ménage. Vous allez voir, Marcia, regardez ce livre, vous allez voir qu'il n'y a pas de parti pris, si ce n'est celui de la rencontre avec des gens, avec des individus qui racontent leur quotidien. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas d'analyse de sociologue, il n'y a pas de commentaire de politique, c'est du tête à tête. C'est garanti sans parole politique, effectivement, c'est 100% terrain. Et même si c'est pas un gros mot, la politique. Juste sur Jean-Luc Mélenchon, un auditeur qui est un ancien journaliste de France 3, un jour il s'est retrouvé à interviewer Mélenchon, qui lui a dit vous en voulez pour combien, 1 minute 10, 2 minutes, et donc il a calibré sa réponse sur le temps. Ils sont d'autres à faire ça. Oui, bien ils sont sûr, forts là-dessus. Ils savent très bien faire, voilà. Pour éviter. Mais on a le droit de poser des questions après. C'est absolument. Ça aussi, merci François-Xavier Ménage. Plaisir de vous avoir reçu ce matin. Votre livre, encore une fois, Ça craque aux éditions Robert Laffont. À tout de suite pour des débats politiques. À tout de suite.